Il y avait une racine à cet endroit. Je dis bien il y avait, car cette racine n'est plus là. Il ne reste que de la poussière, mais on distingue encore les trous. Et là, on voit bien que cette couche blanche commence brusquement. Elle mesure environ 4 cm d'épaisseur, et la démarcation est très nette. C'est de la poussière volcanique, de la poussière de pierre ponce. Ici, dans cette couche, on voit des feuilles d'olivier. Et par endroits, on trouve des restes de brindilles de la même provenance. Tout cela nous permet d'affirmer avec quasi-certitude que des oliviers poussaient ici. La datation de la première branche d'olivier a divisé la communauté scientifique. Les experts ont estimé que la branche datait de 1613 avant Jésus-Christ. Mais ils ne disposaient alors que d'un échantillon, sans aucune comparaison possible. La seconde branche provient d'un arbre différent. Elle est enroulée dans du cellophane avant d'être sciée pour prélever les échantillons. Le précieux matériau va être analysé dans ses moindres détails. L'université d'Hohenheim en Allemagne conserve des échantillons d'arbres âgés de plusieurs milliers d'années. Ces bouts de bois sont une véritable mine d'informations sur les époques passées, profondément enfouies dans la mémoire des arbres. Le paléobotaniste Michael Friedrich est spécialisé en dendrochronologie, la méthode de datation des changements climatiques par l'étude des anneaux de croissance des troncs d'arbres. Il est chargé de préparer l'échantillon de Santorin pour une datation au carbone 14. La surface de la branche est égalisée et marquée pour une première analyse au microscope. Elle permettra d'identifier et de compter les anneaux de l'arbre. Michael Friedrich cherche un point où l'anneau externe est encore visible, juste sous l'écorce. Alors seulement il pourra effectuer une datation précise. Le voilà. À intervalles très précis, entre l'anneau externe et le centre de l'arbre, il prélève les échantillons destinés au carbone 14. Les échantillons sont ensuite livrés à l'Institut de datation radiométrique de l'Université d'Heidelberg. L'analyse peut commencer. Le bois est sectionné et nettoyé. Puis il est enfermé dans une fiole en quartz parfaitement hermétique. Tous les éléments organiques sont consumés afin de réduire l'échantillon à du carbone pur. La première branche d'olivier de Santorin a été datée par le radiophysicien Bernd Krömer. Aujourd'hui, il va enfin pouvoir effectuer un test comparatif sur cette deuxième branche. Grâce au carbone 14, on va déterminer à quelle époque vivait cet olivier, car il a absorbé le carbone présent dans l'atmosphère. On peut imaginer que l'arbre soit mort longtemps avant l'éruption. Dans ce cas, le carbone 14 permettrait d'établir la date de sa mort, mais pas celle de l'éruption volcanique. Heureusement, cette hypothèse a tout de suite été écartée, car sous l'arbre, on a trouvé des feuilles qui prouvent qu'il était bien vivant au moment de l'éruption. Le taux de carbone 14 radioactif est mesuré dans un spectromètre de masse. Le taux d'exactitude du résultat est de 95%. Cette procédure complexe demande 3 semaines. Enfin,
Les chercheurs parviennent à estimer l'âge de la branche. Nous avons analysé 2 échantillons distincts de la deuxième branche d'olivier. Ces analyses confirment que l'éruption volcanique a eu lieu au XVIIe siècle avant Jésus-Christ et non au XVIe siècle. Les 2 découvertes de Santorin concordent parfaitement. Elles confirment toutes 2 la nouvelle date de l'éruption. Santorin a donc explosé entre 1629 et 1600 avant Jésus-Christ. Il y a plus de 3600 ans, cette branche d'olivier a été recouverte de lave. La date désormais confirmée de sa mort aura des conséquences immenses sur les recherches à venir et sur la compréhension de l'histoire antique. Armés de cette nouvelle information, nous retournons sur le site de Tarout, dans le Sinaï égyptien, afin de voir si les événements historiques ont laissé des traces dans le sillage de ce terrible cataclysme. Comment l'éruption a-t-elle affecté le climat socio-politique de l'époque? Les restes de ces fortifications racontent le chapitre le plus noir de l'histoire égyptienne. Ces fortifications ont été utilisées par les Hyksos, des souverains étrangers venus d'Asie mineure, qui ont régné sur le nord de l'Égypte. L'empire des pharaons a été divisé en 2. Pour la première fois, une partie de l'Égypte était sous contrôle étranger. Des années de déclin économique et de troubles ont suivi. L'ère des rois Hyksos a longtemps été vécue comme un traumatisme dans la culture égyptienne. La plus grande éruption volcanique de tous les temps serait-elle à l'origine de cette période de conflit et de chaos? Et aurait-elle déclenché la succession de plaies décrites dans la Bible? À l'époque des événements, la colère des dieux était la seule explication possible à cette démonstration terrifiante de toute puissance. Les 9 premières plaies de l'Ancien Testament évoquent des eaux contaminées, la mort des poissons, des invasions de grenouilles et d'insectes, des épidémies, des orages de grêle et des nuages de sauterelles suivis de l'obscurité la plus absolue. Les auteurs de la Bible auraient-ils simplement retranscrit des souvenirs populaires, transmis de génération en génération? Dans l'histoire des civilisations, les événements inexpliqués ont un profond impact culturel. Les cataclysmes et leurs conséquences vivent à jamais, immortalisés par les contes et les fables. Yahvé devait être capable de contrôler les forces de la nature où il ne représentait aucun intérêt pour les croyants. Seul un Dieu capable de déclencher un séisme, une épidémie, une famine ou une sécheresse pouvait protéger son peuple de ces mêmes phénomènes. C'est une croyance fondatrice qui a longtemps subsisté pendant la période chrétienne. Il était bien pire pour l'homme prémoderne de n'avoir aucun Dieu du tout que d'avoir un Dieu qui était parfois maléfique, cruel, colérique ou déplaisant. Dans le duel biblique qui oppose Moïse au pharaon, la plaie jetant l'obscurité sur le royaume défie l'une des plus importantes divinités égyptiennes. Le dieu Ré, dieu du soleil, maître du jour et de la nuit, se révèle impuissant face au châtiment de Yahvé. Après la 9e plaie, le pharaon refuse toujours de libérer le peuple d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. »
Avec la 10e plaie divine, tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte.